suis venu pour te faire mes adieux. Et mes adieux sont faits. Ok, let's go. Voilà. Ça fait 10 ans. Voilà. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, il y a 10 ans, jour pour jour, j'ai sorti sur cette même chaîne une vidéo qui s'appelle le YouTube malsain. Une simple vidéo de 22 minutes réalisée sur iMovie et postée sur YouTube le 27 février 2015. Une vidéo qui, à l'heure où j'écris ces lignes, comptabilise exactement 356 916 vues et un total de 1874 commentaires. Alors bien sûr, ces 300 000 vues ne sont pas apparues au fur et à mesure. En réalité, il y a surtout eu un pic en septembre 2016. Pour une raison que j'ignore, voilà encore, suivi de 2 années assez fructueuses, on va dire. Dans cette vidéo, je parle pendant plus de 20 minutes de sujets liés à l'horreur sur YouTube à l'époque, en passant par des projets comme Don't Hug Me I'm Scared, en passant par les vidéos de Syriac, de Liard Castle ou encore de David Firth, et bien d'autres et j'en passe. Au total, je parlais en tout d'une dizaine de créateurs de contenu bizarres, entre gros guillemets, du YouTube de l'époque. Si vous ne l'aviez pas vu auparavant, on peut se dire que, de ce que je viens de dire, sur le papier, sur le principe, c'est super. Mais ne vous y méprenez pas, cette vidéo que j'ai sortie à l'époque, elle est catastrophique en fait, et ce pour plein de raisons. Donc aujourd'hui on va revenir un peu dessus. Pourquoi faire cela? Et bah pour plusieurs raisons dont je vais parler ici et au fur et à mesure de la vidéo, mais surtout parce que ça fait 10 ans déjà, voilà, et aussi parce que, et je vous assure que c'est vrai, encore aujourd'hui, tous les 2 mois je dirais, des gens qui ont vu la vidéo à l'époque se rappellent que j'existe et viennent en DM me poser cette fameuse question: c'est quand la suite? C'est quand le YouTube malsain 2 finalement? Je trouve ça dingo. Passer à autre chose en fait. C'est ce que j'aurais pu faire. Mais je vais forcer encore un peu. Je suis un forceur. Voilà, bon, maintenant je l'assume finalement. Et devant tout ça, je me suis posé une question. Est-ce qu'on conclurait pas cette histoire avec une dernière vidéo sur le sujet? Avec un meilleur micro, avec une meilleure façon de parler, avec une meilleure écriture et moins de bégaiement si possible. Est-ce qu'on ferait pas, 10 ans après, le YouTube malsain, mais en mieux? Faire une vidéo où je reviens sur toutes les vidéos que j'ai présentées à l'époque et surtout toute l'histoire derrière le YouTube malsain finalement. Et également de pourquoi le YouTube malsain, en tant que tel, est une vidéo qui est très importante pour moi, et peut-être même pour vous. Dans la chronologie de tout ça, on peut dire que j'avais déjà plus ou moins fait une partie 2 avec le React que j'ai posté il y a 5 ans. Mais déjà, bah purée, j'avais un débardeur plongeant à l'époque. OMG, j'étais bien à l'aise. Comment se concentrer finalement? Et aussi, c'est un React où il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Parce que c'est le principe finalement d'un React. Donc vraiment, c'est très décousu et pas très pertinent ce que je disais à l'époque. En plus, dans cette vidéo, je parlais super bas parce qu'à l'époque, j'étais en coloc et je voulais pas trop qu'on m'entende. Bref, le React, je le considère plus comme un bonus finalement. Et donc, ce que vous regardez là, c'est la vraie partie 2, canon, voilà. La partie finale de cette histoire qui a mis 10 ans à se terminer. Donc arrêtons de parler de ma vie, aujourd'hui on parle de tout ça en long, en large, en travers, et ça va me faire plaisir de vous partager des petites news sur les artistes que j'ai présentés à l'époque. On va voir où ils en sont, ce qu'ils font maintenant, comment ils ont évolué au fil des années, et on va même essayer de débunk certains trucs si possible. Et surtout, 10 ans après, on va conclure tout ça. Donc, commençons finalement. Et si je dois commencer par un sujet, j'aimerais parler de l'œuvre qui a fait le meilleur virage possible, et le tout avec une évolution parsemée d'embûches. J'aimerais commencer, si vous le voulez bien, par le meilleur, par une œuvre tellement importante que des gens sont encore fans 10 ans après, une œuvre qui était déjà virale à l'époque, qui a mis beaucoup de temps à se développer et qui surtout a eu beaucoup de mal à se développer, mais qui au final a réussi. Une histoire riche en rebondissements, on va parler de Don't Hug Me I'm Scared. Don't Hug Me I'm Scared est une série de vidéos réalisées par Becky Sloan et Joseph Pelling, qui a débuté en 2011, si je dis pas de bêtises, et qui a achevé sa première saison en 2016. Et cette série est culte. De quoi parle la série? Alors, sur le papier, c'est pas très long à dire. Juste, on suit l'histoire de 3 personnages qui n'ont pas de nom, qui vivent des aventures avec très souvent un 4e perso à chaque épisode, qui est là pour leur apprendre quelque chose. On est vraiment dans le format sur une parodie d'émission pour enfants. Et de ce fait, la grosse partie de la série est filmée en live avec des maquettes, des costumes et des marionnettes,
Mais en réalité, tous les genres d'animation sont passés dans cette série. C'est vous dire à quel point l'identité visuelle, elle est pas laissée sur le côté, quoi. De l'animation 2D, de la 3D, de la stop motion, dessinée et plein d'autres formes d'animation différentes et variées. C'est un vrai hommage à l'animation et ça fait plaisir à voir. Alors, c'est une émission qui est passée dans le YouTube malsain à l'époque, donc vous méprenez pas, ce n'est pas pour les enfants, du coup. C'est même un peu graphique, donc vous êtes prévenus. À l'époque, dans ma vidéo, il y a 10 ans, je disais... Bon, alors, ça va être une surprise pour personne. Je disais un peu de la merde sur la série et sur son message. De souvenirs, je parlais de manipulation, je sais pas quoi, bon, c'était pas très profond. Mais le lien principal entre toutes les vidéos, c'est la manipulation. Et au final, alors du moins dans la saison 1, la série n'a pas vraiment de morale. L'intérêt de la série, c'est juste un gimmick qui se répète à chaque épisode, où tout démarre gentiment et tout finit sur un chaos total mélangé à de la violence et de l'horreur psychologique. C'est juste ça, Don't Hug Me I'm Scared. Don't Hug Me I'm Scared, dans la saison 1, ce n'est que ça, et c'est très cool. J'avais mis à l'époque cette série en parallèle avec Happy Tree Friends par exemple. Et cette comparaison, aujourd'hui, moi je la trouve toujours juste. À la seule différence que Happy Tree Friends, les épisodes d'Happy Tree Friends avaient juste vocation à dégoûter. Tandis que Don't Hug Me I'm Scared a vocation à te terrifier. Et ils y arrivent très bien, et je trouve ça nettement plus intéressant pour le coup. Parce qu'au final, dégoûter quelqu'un, bah c'est pas très difficile, tiens, hop là, tac, voilà. J'ai réussi. Il n'y a rien de bien compliqué à dégoûter quelqu'un. Pour cette saison 1, il y a donc en tout 6 épisodes, qui sont tous dispo sur YouTube. Le premier épisode s'appelle Creativity, le deuxième Time, Love, Computers, Health, et le dernier Dreams. Mais du coup, là, j'ai parlé de cette première saison et de ses premiers épisodes, et cela implique donc qu'il y a eu une saison 2. Et c'est le cas. Mais ce serait trop simple de juste dire qu'elle existe, parce qu'en réalité, cette nouvelle saison, cette saison 2 de Don't Hug Me I'm Scared, elle a mis du temps à se faire. À la fin de la saison 1, la série commençait à prendre un autre tournant. On sentait qu'un lore commençait à se développer et que la série voulait aller un peu plus loin que son gimmick de base. La saison 1 s'est achevée en 2016. La saison 2 est sortie en 2022, soit 6 ans plus tard. Dans le react que j'avais fait à l'époque, j'avais pris 2 secondes pour parler du fait qu'une série devait se faire, et c'est le cas, une annonce était bien sortie, avec des teasers et tout, etc. Et ça, c'était en 2018-2019, si je dis pas de bêtises. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce gap d'années aussi énorme entre ces différents trailers? Trailers de séries qui n'ont pas l'air d'être la même, qui plus est. Ce qu'il s'est passé, c'est que 1 an après la fin de la première saison, Sloan et Peeling ont réalisé un pilote pour continuer Don't Hug Me I'm Scared, mais avec une vraie production derrière. Parce que là, voilà, là on a parlé, on est rentré vite dans le sujet, mais je pense que c'est important de rappeler que les 6 premiers épisodes de Don't Hug Me I'm Scared qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, et bah ça a été réalisé à leurs frais. Donc, alors, bien évidemment, je résume, hein. Ils se sont visiblement associés à plusieurs boîtes de prod à l'époque, du coup, pour continuer cette aventure, finalement. Et là, bah on sait pas vraiment, en fait. Il ne s'est rien passé pendant longtemps, peut-être à cause de mésententes au sein de la prod, ou alors j'ai aussi un souvenir à l'époque d'avoir regardé une vidéo analyse sur le sujet, qui disait que également, les deux n'étaient pas vraiment trop satisfaits de ce pilote, disant que l'ambiance est un peu trop éloignée du matériau de base. Au final, toute cette histoire est assez floue, je vous l'accorde. Le pilote, lui, a été diffusé une seule fois en public pendant le Sundance Film Festival de 2019. Et c'est tout. Et surtout, il n'a jamais été publié sur YouTube. Donc aujourd'hui, ce pilote, qui durait 23 minutes quand même, est un lost media. Voilà. Et tout ce qu'on a, c'est juste une vidéo prise au téléphone en très mauvaise qualité. Et ça, c'est assez dommage. Mais au final, une mauvaise nouvelle pour une bonne. En juin 2022, un nouveau trailer sort. Et en septembre 2022, leur saison 2 produit grâce à l'aide de Channel 4 sort également. Et elle est très bien cette nouvelle saison. Elle est aussi bien que la première. Franchement, tout est aussi terrifiant et intéressant. Ils n'ont absolument pas perdu leur liberté pour ces 6 nouveaux épisodes. Et juste retrouver les personnages principaux, c'est réconfortant.
Je sais pas si je pourrais dire que vraiment cette série est une série confort, mais oui, ça fait du bien en fait de retrouver ces 3 personnages finalement. En plus de ça, même si on n'a pas forcément toutes les réponses, le lore a été développé et ça nous permet d'un peu mieux comprendre comment fonctionne cet univers et ce qui s'y trouve. Je vais pas m'étaler plus que ça sur cette œuvre, voilà, j'ai déjà l'impression que j'ai beaucoup dit et il faut que j'en laisse pour les autres. Mais ouais, j'ai quand même pris mon temps parce que bah, l'univers visuel de ces 2 personnes, bah, ça me parle beaucoup. Vous savez, des fois, on voit une direction artistique et on la trouve tellement particulière et marquante que paradoxalement, on est persuadé de l'avoir déjà vu quelque part. Et bah cette impression, elle m'est déjà arrivée en regardant le travail de ces 2 personnes, et elle s'est avérée vraie, parce que Sloan et Pelling, ils sont derrière ce clip. Et ça, je l'ai appris, mais bien longtemps après. Donc oui, en fait, ils sont dans l'industrie depuis longtemps, je pense que c'est important de parler de ça également. Ils ont fait plusieurs publicités, des sketchs à droite à gauche pour des chaînes télé, ils ont même fait une collaboration sur un épisode de Gumball. Leur style est tellement particulier, ça se ressent même dans leurs vêtements, leur écriture, leur merch. Je me rappelle qu'à l'époque, ils avaient un shop avec des fringues tellement cool et peu conventionnelles, que je n'ai jamais acheté, bien sûr. C'est pas grave. Non mais c'est pas du tout quelque chose que je regrette aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous permet de croire que c'est le cas? Bon, en vrai ça va, parce que j'ai un poster dédicacé d'eux, donc je me rattrape. Et franchement, je vous invite à aller sur le site du show, parce que, bah déjà, ils ont encore un shop, c'est juste plus les mêmes articles qu'à l'époque, et surtout on a le droit à un onglet avec des photos de tournage, et l'ambiance de ces photos est folle. Il y a vraiment quelque chose de très fascinant et très dérangeant à la fois. Aujourd'hui, bah on sait pas trop ce que ces 2-là préparent pour la suite. Il y a bien un compte Instagram, mais depuis la fin de la saison 2, rien qui ne ressemble à une quelconque annonce d'une suite ou d'un nouveau projet. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça arrive, je serai au premier rang pour voir ça. La dernière vidéo qu'ils ont sur leur chaîne est la vidéo d'annonce de leur site, donc oui, rien à l'horizon pour l'instant. Donc je le redis, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir Don't Hug Me I'm Scared. C'est très troublant, très flippant, mais c'est si bien fait que ça vaut le détour. Alors j'ai bougé la cam entre temps, du coup bon, il va y avoir un faux raccord de plan, je tiens à m'excuser, voilà. J'ai décidé de parler de Don't Hug Me I'm Scared en premier, parce que c'est une œuvre du YouTube malsain qui est encore très actuelle aujourd'hui. Encore aujourd'hui, la fanbase, elle est immense, l'œuvre est vraiment ancrée dans le paysage, et c'est entièrement mérité. Mais si j'avais été organisé, j'aurais commencé cette vidéo en parlant de l'artiste avec lequel j'avais commencé à l'époque. Et c'est donc ce que je vais faire maintenant. Nous allons parler de Syriac. Je suis trop heureux que Syriac existe. Dans cette liste de créatrices, il est sans doute celui qui produit le travail pour lequel j'ai le plus d'affection. Un truc qui est fou, c'est que à l'époque, Syriac c'était une personne assez mystérieuse, on va dire. Une personne qui se montre pas trop, qui fait pas beaucoup d'interviews, de FAQ ou de ce genre de choses. Et 10 ans plus tard, et bah c'est toujours le cas. Et je vais dire quelque chose que j'aurais vraiment dû dire à l'époque, mais Syriac est un artiste. Voilà, je pense que c'est important de commencer par ça. Donc, pour refaire un rapide portrait de qui est Syriac, Syriac est un animateur dans la branche du motion design, et la grosse majorité de son travail est réalisé en puppet sur After Effects. Et aujourd'hui, Syriac, il a 50 ans. Et par là, j'entends qu'il est sur Internet depuis bien longtemps. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, dans le YouTube malsain, je parlais surtout de sa vidéo qui s'appelait Cows and Cows and Cows, une de ses vidéos les plus cultes, comptabilisant 71 millions de vues. Et je vais beaucoup dire cette phrase tout au long de la vidéo, mais pour l'époque, c'était énorme. Sauf que la réalité, c'est que cette vidéo n'est même pas dans le top 3 de ses vidéos les plus regardées. La vidéo en première position, c'est sa vidéo qui s'appelle Miaou Mix, qui fait plus du double de vues. Et cette vidéo, elle est sortie en août 2009. Voilà, donc c'est un vieux de la vieille. Et quand je parle du fait qu'il est artiste, je parle aussi du fait que le gars fait tout seul. Parce qu'on a beaucoup à l'époque parlé de ses visuels, mais c'est important de préciser qu'il réalise également toutes ses musiques lui-même. Et ça se sent dans ses commandes au vu qu'il a réalisé plusieurs clips, dont un pour Block Party et un pour Flying Lotus par exemple. Et en 10 ans, eh bah, il a continué d'être lui. Voilà. Et d'autres personnes ont essayé d'être lui également. Alors c'est l'instant anecdote, je parle de ça parce que c'est sans doute un événement qui a été assez marquant dans son parcours. Mais en 2016, McDonald's
a sorti une pub. La voici. Voilà, maintenant, est-ce qu'on peut revoir sa vidéo à lui ? Sympathique tout ça. Bon, vous vous en doutez, Cyriac a découvert ça, il a été salé sur les réseaux, et McDo a supprimé la pub finito, quoi. Mais je trouve ça assez dingue que ça soit arrivé, et que le plagiat soit aussi flagrant, quoi. En tout, depuis 2015, il a donc sorti une dizaine de vidéos perso, et j'ai bien dit perso, parce que en réalité, il travaille aussi beaucoup pour d'autres personnes en parallèle, comme j'ai pu dire. Il a réalisé donc des clips, mais aussi des publicités, des courts-métrages pour des chaînes télé, et il a même écrit un livre qui s'appelle Horse Destroys the Universe, que je n'ai pas lu. Mais qui, voilà, au vu de son trailer, a l'air d'être tout aussi lui. Et également, il dit non au gatekeeping, hein, parce que sur sa chaîne, on peut retrouver des lives complets de ses réalisations et de ses projets After Effects. Donc ça, c'est très cool. Et puis voilà, il continue d'être actif aujourd'hui, de faire des commandes, des vidéos. Et je suis tellement heureux que ce soit le cas, parce que on peut enfin voir des projets de lui en haute définition. Parce que bon, une grosse partie de son taf, bah ça dépasse pas le 480p, quoi. On rappelle qu'il est là depuis longtemps. Parce que voilà, on rappelle, hein, sa première vidéo, c'était il y a 18 ans, et c'était ça d'ailleurs. Et bah écoutez, pas plus de commentaires. Je pourrais vraiment faire un segment de 30 minutes juste sur lui et son taf. C'est vous dire. Mais il n'est pas le seul dans cette vidéo, et j'ai pas non plus envie que cette deuxième partie dure 4 heures. Donc voilà, j'espère que Cyriac va continuer à poster. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est toujours le cas. Et même si c'est à rythme d'une vidéo par an, eh ben j'attendrai avec impatience. Voilà. Donc là, on vient de parler d'un artiste que je connaissais avant le YouTube malsain. Et là, on va parler d'un artiste que j'ai découvert pour le YouTube malsain. Lee Hardcastle est lui aussi resté qui il était. Et qui est-il ? Un gars qui adore la violence, les parodies et la pâte à modeler. Je suis encore fasciné à l'heure actuelle de la quantité de taf qu'il fournit dans ses vidéos. La stop motion, c'est pas un média qui est simple, parce qu'il faut le temps, mais aussi l'espace et les matériaux, et une assez grosse maîtrise de la réalisation en plus de tout ça. Et pourtant, il est toujours là, à faire des courts-métrages sanglants, et parfois pas, et c'est aussi pour ça que j'adore son taf. Des vidéos absolument terrorisantes, il en a fait beaucoup, et on se rappelle qu'à l'époque, je parlais d'une de ses vidéos qui m'avait vraiment marqué. Donc oui, je pense que c'est important de rappeler que sa DA, elle reste quand même assez vénère. Mais je sais pas si c'est la pâte à modeler qui fait ça, mais moi, je trouve dans son travail un aspect très goofy, qui moi me parle beaucoup. C'est peut-être aussi lié au fait qu'il fasse énormément de parodies, entre guillemets, de plein de produits culturels. Il a fait énormément de vidéos sur les Simpsons, sur Rick et Morty, Les Mignons, Pingu, et il a même repris des mèmes. Keep my wife's name out your mouth. Et il a même réalisé une pub pour Énergie Mobile. Vidéo plus 2. Forfait Énergie Mobile. Alors ça, c'est pas banal. Une de ses séries de vidéos les plus connues, c'était sa série Claycat, dans laquelle il animait des licences de films ou de jeux en changeant les protagonistes par des chats. Et à l'heure actuelle, la dernière vidéo de cette série est sortie il y a 4 ans. Donc voilà, potentiellement, c'est toujours un petit projet qu'il a en cours entre différentes vidéos. En plus de tout ça, il a réalisé pas mal de vidéos live, donc oui, on sent que la réalisation, avant tout, c'est quelque chose qui le botte. Et je pense que c'est grâce à ça que ses animations ont un vrai cachet. Et là, je tiens à préciser que depuis qu'on parle de lui, je ne partage que des extraits vidéo de son travail qui sont très soft, parce qu'en réalité tout ça, ça reste assez graphique. Sur son Wikipédia, il est écrit qu'il est en grande partie influencé par les œuvres de Tarantino, Robert Rodriguez et Sam Raimi, et oui, hein, oui. Après, il est écrit aussi qu'il aime les Simpsons et Family Guy. Bon, ce qu'il se passe là, c'est que j'aimerais en dire beaucoup plus sur lui. Je veux dire, sur son site, il a apparemment taffé entre-temps pour Burger King, Hulu, Disney+, la Fox, Bethesda, Square Enix et j'en passe. Mais sur son site, bah y a pas de lien, quoi. C'est quand même important d'avoir un bon site. Enfin, je sais pas. Donc je suis allé sur son Instagram pour avoir plus d'infos, et oh, il est papa, ouais, c'est mignon. Mais bon, sinon pour le reste, bah c'est pas si facile que ça de retrouver son taf, visiblement. Il a néanmoins un très gros client pour qui il travaille beaucoup. Mais ça, j'en parlerai plus tard parce que c'est lié à plein d'autres trucs. Reste que voilà, il continue sa vie, il continue d'animer, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et vraiment, je le redis, mais c'est plus ou moins vraiment les seules infos intéressantes que j'ai pu trouver. Donc on va doucement enchaîner pour parler d'un phénomène
beaucoup plus connu. Parlons d'une création très ancrée dans la culture de YouTube, et surtout parlons de son créateur, David Firth. Alors, parlons de David Firth, et si vous ne savez pas qui est David Firth, vous connaissez forcément ça. Hello. Salad Fingers. Ça a continué jusqu'en 2023. Le dernier épisode en date, c'est le 13e. Et à l'époque du YouTube malsain, je crois qu'il y en avait que 9 ou 10, si je dis pas de bêtises. Et là, je suis un peu décontenancé, parce que la réalité, c'est que... j'ai pas grand chose à dire sur cette série en vrai. Je pourrais faire des grosses recherches, vous parler du lore et de comment évoluent les personnages au fil des épisodes, mais j'avoue, Salad Fingers, j'ai un peu décroché. Et même du travail de David Firth en vrai. À l'époque, il y a 10 ans, j'avais beaucoup plus d'intérêt pour tout ce qui est morbide, mais très vite, ça s'est tassé, et comme le travail de Firth, c'est que ça, que du morbide, que du glauque, du gênant, et ouais, je ne me suis pas plus intéressé, quoi. Mais Salad Fingers reste un monument de YouTube, et c'est d'ailleurs en partie à cause de ça que j'ai décroché de la série, je pense. Je me rappelle en avoir parlé à l'époque, mais très mal. Bien évidemment. Quand j'ai découvert Salad Fingers, comme pour beaucoup de gens, c'était avec l'épisode 1. Une vidéo de juste 2 minutes, qui s'appelait Spoons, avec une qualité qui devait pas dépasser le 240p et un mixage son horrible. Et je trouve que ça ajoutait énormément à l'aspect glauque de la vidéo. Il y avait vraiment cette impression un petit peu de vidéo obscure et maudite du fond d'internet. Et je pense que ça a beaucoup joué sur sa popularité à l'époque. Aujourd'hui, toutes ces nouvelles vidéos sont en HD, bien mixées, même les premières ont été remasterisées, et c'est con, mais tout est plus propre et plus léché, et ça dessert un peu l'allure lugubre, tout ça. Maintenant, sur la chaîne, il y a des compilations, des épisodes bonus, il y a un shop, des mugs à son effigie, une peluche, Salad Finger est devenue une mascotte. Et c'est pas du tout un problème. C'est une intention comme une autre. Et ce n'est même pas pour cette raison que je n'ai pas trop d'intérêt pour le travail de David Firth, qui pourtant lui aussi également est un artiste complet. Alors que pour Syriac par exemple, qui a quand même plus ou moins le même profil, fait du taf que j'adore. La différence ici, c'est juste une histoire de goût au final. Salad Fingers, c'est glauque pour être glauque. Et encore une fois, c'est un parti pris. Mais juste un parti qui, moi, m'intéresse plus trop aujourd'hui. J'ai vu des gens dire qu'ils trouvaient la série très drôle à certains moments. Pour le coup, ça a jamais été mon cas. Pour moi, ça a toujours été juste terrifiant. Reste que résumer la carrière de David Firth à Salad Fingers, c'est louper un paquet de contenu. Il a fait énormément d'autres choses dans des styles totalement différents, ce qui est très cool, mais toujours avec cette ambiance, cette atmosphère très pesante. Lui aussi, il est là depuis longtemps, il était sur Newgrounds à la base, donc il a eu le temps de produire. Apparemment, il a un compte Bandcamp où il fait de la musique, il a un podcast, une autre série de vidéos qui s'appelle Burnt Man Face, et il a aussi visiblement fait des clips dans des tons très différents, notamment un pour Flying Lotus, encore, qui visiblement adore les artistes bizarres du YouTube des années 2010. Du moins, c'est ce que j'ai pu trouver sur son site fatpie.com, qui a beaucoup d'assets Flash Player qui sont plus à jour, hein, et qui en plus de ça est pas très beau, on va pas se mentir. On peut néanmoins le féliciter pour avoir réalisé un clip live en featuring avec David Lynch. Et c'est encore Flying Lotus qui l'a commandé, donc vraiment il l'adore. Il semblerait qu'aujourd'hui, pour donner des news, que son projet principal soit de réaliser un jeu vidéo basé sur une série animée qu'il avait réalisée et qui était du nom de Jerry Jackson. Donc on va voir où tout ça mène. Pour ma part, je regarderai ça de loin. Donc là on commence à avoir parlé de pas mal d'artistes qui étaient un peu centrales au YouTube malsain, mais il y a également ceux, à l'époque, dont j'avais un petit peu parler en coup de vent. Paul Robertson, par exemple, j'en avais très rapidement parlé dans sa vidéo du même nom. C'était le pixel artist que j'avais présenté, qui encore aujourd'hui continue également d'officier. Attends, d'officier ? D'office ? Qui continue d'office. Ça se dit officier ? Attendez. Qui continue également de créer. Son dernier gros projet a été annoncé il y a un an, un projet nommé Jimmy and Baby, qui est une grosse vidéo de 20 minutes en full pixel art. Et j'insiste sur le fait que 20 minutes de pixel art, c'est énorme. Mais en réalité, le plus gros de son taf de ces dernières années a été de réaliser un paquet de petites animations pour la chaîne Adult Swim. On retrouve des spots pour Rick et Morty, YOLO Crystal Fantasy ou encore The Eric André Show. Et en vrai, la transition ici, elle est parfaite. Parce que ce que moi je trouve grave intéressant, c'est que tous les artistes dont j'ai parlé précédemment, en incluant les artistes derrière Don't Hug Me I'm Scared, sont tous des artistes qui ont travaillé à un moment ou à un autre pour Adult Swim. Et donc je trouve ça trop bizarre de pas avoir parlé de Adult Swim à l'époque.
Pour parler rapidement d'Adult Swim, hein, même si en vrai je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est une chaîne de télévision américaine qui commence à dater maintenant. Et surtout, elle est connue pour avoir un catalogue de production de shows très connus à son actif, comme le Eric André Show, Rick et Morty, Smiling Friends, Tuca et Bertie, et beaucoup d'autres que j'ai pas le temps de présenter. Et comme vous avez pu le voir avec tous les exemples que j'ai cités, ils mettent très en avant des projets en animation, ils ont donc un attrait pour ça, et c'est donc normal que cette chaîne allait croiser le chemin de toutes les personnes que j'ai citées précédemment. Becky Sloan et Joseph Pelling ont réalisé pour eux une vidéo appelée Use Cops, Syriac un paquet de petites vidéos courtes, Lee Hardcastle pareil, et beaucoup de parodies d'autres de leurs shows en plus j'ai l'impression. Paul Robertson, il a fait plusieurs autres vidéos en pixel art pour eux, et David Firth, alors, il a rien produit pour eux de ce que j'ai vu, mais il a doublé un personnage dans une série Adult Swim, et ce personnage, c'est lui. Voilà, donc si vous regardez cette série et que vous la regardez en VO, bah c'est la voix du mec qui a fait Salad Fingers, quoi. Ah, mais le milieu de l'anime, c'est un vrai village. But I do not want a new girl, I just want Shrimpina back. Donc ouais, pour reprendre, Adult Swim, c'est une institution. C'est une chaîne qui est assez inaccessible en France de ce que j'ai vu. Moi j'ai essayé, ça fait que de bugger, donc bon, après 10 ans plus tard, je reste très con, ça vient peut-être de moi. Mais ouais, encore aujourd'hui, ils font plein de trucs cool, avec des gens cool qui invitent d'autres gens cool pour la blague, et je trouve ça trop bien de voir une chaîne qui met un peu sur le devant de la scène ces artistes de l'époque. Et là, j'ai beaucoup parlé d'artistes qui m'ont marqué, ou même certains qui me marquent encore aujourd'hui, mais je pense que c'est également important de parler des autres. Dans la liste des vidéos que j'ai traitées à l'époque, il y a les vidéos un peu OSEF. Il y a les vidéos que j'avais mises parce que je voulais que le format soit long. Parce que oui, à l'époque, une vidéo d'analyse de 20 minutes, c'était considéré comme long. Perso, cette vidéo, je vais être tout à fait honnête, hein, c'était sans doute la vidéo la plus remplissage du YouTube malsain. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire dessus. Aujourd'hui, cette vidéo, je la trouve pas dingue, hein, on va pas se mentir. Je trouve que c'est un peu du cynisme de niveau 1, pas très intéressant. En revanche, ce qui moi m'intéresse aujourd'hui, et dont je n'avais absolument pas parlé à l'époque, c'est qui est derrière la vidéo. Déjà, je vais pas être trop sévère, parce que cette vidéo, c'est un film de fin d'études. Voilà, donc Peter Cares, qui est la personne derrière la vidéo, était sans doute jeune à l'époque. Enfin, je suppose. Voilà, donc on va essayer de pas être trop pinçant non plus, quoi. On apprend également dans la description que cette vidéo a été en grande partie inspirée par un court-métrage de Andreas Icad, qui s'appelle Love and Theft, et qui est sorti en 2010, et qui, effectivement, est très similaire. Même si là, la vibe, elle est quand même beaucoup plus abstraite, colorée, et un peu funky, quoi. Et bah c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire, en fait. J'ai pas menti, voilà. À l'époque, Dead Life m'intéressait pas plus que ça, et aujourd'hui, c'est un peu la même. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, Peter Cares est encore artiste freelance. Il a un style que, en vrai, j'aime beaucoup, parce que cette esthétique de l'animation découpage-collage, un peu comme ce que fait Syriac d'ailleurs, en fait, on en voit plus trop aujourd'hui. Et en vrai, voilà, il est doué, il a taffé pour plein de marques, et il a l'air de faire son petit bonhomme de chemin, il a l'air d'avoir une vie bien remplie, et un compte Twitter encore actif, sur lequel on peut voir ses créations et ses retweets de comptes de crypto-monnaies. Bon la suite, du coup. Comme j'ai dit, Dead Life, je n'ai rien à dire dessus. De même pour la pub Little Baby's Ice Cream. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. Que tout le monde, encore aujourd'hui, veut oublier. J'ai pas grand chose de plus à dire à part c'est bizarre et c'est encore un mystère de se dire qu'une agence de pub s'est dit à l'époque que ça allait faire de la bonne promo. Après vous me direz, bon, la vidéo a buzzé, donc bon, la réalité reste que peut-être tout buzz n'est pas bon à prendre. Ce qui est intéressant à dire cependant au sujet de cette entreprise de glace, hormis le fait qu'elle a fermé il y a 6 ans, c'est que leur publicité avait été réalisée par un certain Doug Garth Williams, qui, encore aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, a l'air de toujours mettre ça bien en avant dans son portfolio. C'est carrément la homepage de son site. OMG, faut peut-être doser, monsieur. Et navré de vous amener des mauvaises nouvelles, mais il y a 4 pubs différentes en tout. Et tu sens que le gars, son objectif, c'était de terroriser tout le monde, hein, voilà, genre, il n'y a pas photo. Et puis bon, voilà, je vais peut-être sortir une anecdote sans transition comme ça, mais les vidéos de ce gars étaient tellement bizarres et tellement dérangeantes que la compagnie de glace s'est retrouvée harcelée par des conspirationnistes à l'époque. C'était vous dire à quel point, en 2012, une publicité comme ça
Bah c'était rare en fait. La théorie du complot en question, c'est le Pizzagate, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et je vais pas en parler, parce que c'est une longue et sombre histoire. Et surtout, c'est pas le sujet de la vidéo. Il y a carrément un Wikipédia bien chargé à ce sujet. Je vous laisserai aller y jeter un coup d'œil, mais gardez en tête que c'est une théorie fausse, bien sûr, mais assez vénère dans son sujet. Donc vous êtes prévenus. Outre ça, vous voulez des petites news sur les glaces au mamelon? Allez, on y va. Parce que oui, dans le YouTube malsain, je disais que cette firme vendait des glaces au lait maternel. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, hoax, fake news... j'ai quand même l'impression que j'ai dit un peu de la merde à l'époque. Je sais vraiment pas comment mon cerveau a créé cette information à l'époque. Mais j'ai beau chercher sur internet, à aucun moment il semblerait que cette entreprise ait fait des glaces au lait de Toton, quoi. Elle a fait des goûts bizarres, genre CBD ou pizza, mais ça s'arrête ici, quoi. J'ai dû faire un rapprochement bizarre entre plusieurs anecdotes. Honnêtement, c'est difficile à dire. Je n'ai plus aucune idée de comment je faisais mes recherches et de comment j'écrivais à l'époque. Après, les glaces au lait maternel, ça existait, hein, et d'ailleurs ça continue d'exister, si je dis pas des conneries. On voit par exemple Paris Match en 2011 qui en parle en disant « Les scandaleuses glaces au lait maternel ». Ah, bah ils sont remontés, hein. Mais c'est pas grave, parce qu'en 2011, toujours le Parisien dit que la glace au lait maternel est de nouveau autorisée. Ah yes. Alors ça fait plaisir. Bon voilà, mon avis, qui je pense est la réalité, c'est que en 2025, plus personne n'en a rien à foutre des glaces au Nibar. Je veux dire, MrBeast, ils vendent des cracottes, Mr V, ils vendent des 4 fromages. On a toutes les firmes de merde gentrifiées, genre les bars à céréales, les bars à pâtes, à croque-monsieur, à cordon bleu. Je pense qu'aujourd'hui, la controverse autour de ces glaces n'est plus réellement de l'ordre du viral. Et tant mieux, finalement. Parce que je suis sûr que c'est délicieux. Donc laissons ces glaces à leur époque, là où les gens en étaient intéressés. Et je pense qu'on peut doucement faire un pas vers l'avenir, si vous le voulez bien. Et là, ici, je vais devoir mettre un timecode. Parce que là, du coup, on va enchaîner. Et que le prochain sujet est un sujet assez sensible, qui traite de choses un peu vénères. Choses dont je n'avais pas conscience à l'époque. Donc, gros trigger warning, il y a le timecode. Si vous voulez passer ça... En tout cas, on y va. Peut-être qu'il y a des gens qui savent déjà de quoi je vais parler, et je suis désolé de ramener ça sur la table, mais je dois m'exprimer sur le sujet pour rattraper un petit peu le coup, et ça va pas me faire plaisir, mais je vais avoir besoin de parler de Shrek is Love, Shrek is Life. Shrek is Love, c'est un sujet dont je voulais pas parler dans cette partie 2. Mais si vous voulez un bref résumé, bien dilué de ce que c'est à la base une fanfiction érotique, voilà, entre grosses guillemets, qui est apparue sur internet en 2013 et qui a été ensuite reproduite et animée en 3D, probablement sur Source Filmmaker. Plus spécifiquement, on peut dire que cette vidéo est un SFM, mais ça on en reparle après. Et donc, c'est une fanfiction qui a la particularité d'être, et ça je m'en rendais pas compte à l'époque, et en vrai c'est un peu la honte, très problématique. Voilà, très problématique. Parce que les protagonistes sont Shrek et un enfant de 9 ans. Voilà. Et disons que la fanfiction est écrite de manière assez graphique. N'allez pas chercher. Voilà. Genre, je préfère le dire maintenant. Ne soyez pas curieux sur ce point. Vous allez juste gaspiller votre temps et ne rien trouver de bon, ni même d'intéressant. Tout ça témoigne juste de la puanteur d'internet de l'époque. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais pour le coup, contentez-vous juste d'écouter ce que j'ai à dire sur le sujet. Hello, alors j'enregistre ça pendant le montage, mais je préfère quand même préciser quelque chose qui est important. La vidéo en elle-même n'a rien de graphique, tout est en 3D, et le personnage censé représenter l'enfant est animé avec un modèle adulte du personnage coach de la licence Left 4 Dead. Je préfère dire ça pour pas que vous pensiez qu'à l'époque j'avais partagé quelque chose d'aussi atroce dans une vidéo. Le vrai problème dans cette histoire, c'est purement le texte, la fanfiction, même si sur le fond ça reste choquant qu'une personne soit dit que c'était une bonne idée d'animer tout ça. Déjà pour poser le terrain, la commu SFM, c'est apparemment un trou à problème, mais ça, je l'ai appris que très récemment, et j'ai pas l'habitude de faire des grosses généralités non plus, mais apparemment, c'est une communauté assez tordue sur certains sujets, et cette vidéo en est un petit peu la preuve. Et on peut se demander pourquoi, du coup, j'ai parlé d'une vidéo aussi horrible à l'époque, et ma réponse, et ça, bah oui, ça me fait un peu mal de le dire, mais mon moi de l'époque, qui avait 16 ans, ne voyait pas vraiment le problème. Shrek is Love, Shrek is Life, c'est le gros point noir du YouTube malsain. Ça n'avait rien à foutre là, et la seule raison pour laquelle elle avait été mise dans la vidéo à l'époque, c'est parce que c'était un mème. Voilà. Et là, on va rentrer, mais dans un sujet très vaste, qui est l'humour sur Internet dans les années 2010. Le gros problème de Shrek is Love, Shrek is Life, c'est qu'à l'époque, moi je pensais que cette vidéo, c'était juste une vidéo d'un mec bizarre. Concrètement, voilà, et que ça s'arrêtait là. Sauf qu'en fait, Shrek is Love concerne beaucoup plus
de gens que vous pouvez le penser. Et en vrai, c'est ça qui est affreux. C'est-à-dire que là, on parle de toute une communauté de gens. Il y a plusieurs variations de la fanfiction, plusieurs vidéos adaptées de celle-ci, des posts dans tous les sens qui en parlent et qui encensent ce produit culturel d'internet de l'époque. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui font des mèmes dessus, de ce mème qui date d'il y a 10 ans. C'est hallucinant de voir à quel point le puits à merde et sans fond. C'est le genre de création sur internet où t'as un peu envie de te dire à quel moment s'arrête la blague finalement. En vrai, on peut remonter, et remonter, et remonter, et quand on remonte assez loin, et qu'on découvre enfin le post original qui a lancé tout ça, on découvre, bon déjà que le post vient de 4chan, of course, et surtout que l'auteur est anonyme. Voilà. Donc on ne saura jamais réellement qui est la personne derrière ce terrible mème. Et c'est ça qui est atroce en fait. C'est de se rendre compte qu'il n'y a pas juste une seule personne en haut de tout, c'est juste une communauté de gluants qui se gaussent de valider un mème puant sur de la violence sexuelle sur mineurs. Parce que voilà, disons les termes, c'est ce qui se passe dans ce mème. Et qui du coup cachent leur humour très douteux derrière le fait que c'est une fiction ou alors que c'est de l'humour noir. C'est un sujet, même si tu foucherais qu'au milieu, qui reste un sujet ultra sensible. Et c'est là que moi je me suis rendu compte, en fait, qu'en partageant cette vidéo à l'époque, j'ai pas juste partagé une vidéo bizarre d'internet. J'ai partagé un état de pensée d'une communauté de gens. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que je me suis rendu compte que le taf de créateur de contenu, c'est important, ou du moins qu'il y a de la responsabilité à avoir derrière. Depuis le début de cette vidéo, je parle du fait que la vidéo du malsain est catastrophique, mal écrite, manque cruellement de profondeur, etc. Et j'en parle comme d'un léger défaut, bon à en rire une dizaine d'années plus tard. Mais Shrek is Love, Shrek is Life, c'est différent. C'est ce passage qui m'a fait prendre conscience, bah faut s'informer quand tu parles, en fait. Parce que tu peux parler à beaucoup de monde sans t'en rendre compte. Et toujours sans t'en rendre compte, à tout ce monde, tu peux véhiculer beaucoup de messages. Donc ouais, c'est une responsabilité finalement. Évidemment, je vais vous montrer aucun extrait, voilà, parce que ça me dégoûte, et ne donner absolument aucun nom, parce que je veux pas apporter plus de visibilité à ces gens. De toute façon, je pense qu'ils sont tous anonymes. Donc on le dit, hein, au cas où, la pédophilie et la criminalité, ce ne sont pas des sujets dont il faut rire. En vrai, je le dis, hein, mais navré de changer brutalement de ton et d'ambiance comme ça, mais c'est néanmoins nécessaire, et je vais peut-être parler pour les quelques personnes qui ne voient pas encore le souci avec ça. Selon l'UNICEF, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle en France. Il est donc très fortement probable que dans votre vie, sans potentiellement le savoir, vous avez rencontré ou même être proche avec des gens qui ont subi ça et qui peut-être n'en parlent pas ou le cachent parce que, encore une fois, c'est un sujet très sensible. Et je pense que c'est pas une breaking news de dire que ce sont des événements traumatiques pour les personnes qui subissent ça, et surtout jeunes. Donc ouais, gardez votre énergie pour faire des blagues sur autre chose. Genre je vous en conjure en fait. Je prends le temps d'en parler parce que d'une part peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo à l'heure actuelle peuvent se dire que j'abuse, que cette vidéo c'est pas grand chose, rien de bien méchant, ou alors carrément trouver ce genre d'humour encore drôle en 2025. Donc laissez-moi vous dire que non, hein, déjà, c'est sans doute le plus important, et la meilleure chose à faire pour ces gens, ce serait peut-être de s'asseoir 2 minutes pour essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas drôle, et que c'est un problème de penser le contraire. Et surtout de comprendre comment quelque chose d'aussi dérisoire, entre guillemets, sur le long terme, peut avoir un impact colossal dans la tête des gens. Et dans un deuxième temps, j'en parle parce que d'une certaine manière, je me sens un peu responsable, et même coupable de vous avoir montré ça à l'époque. Et le tout en faisant des blagues dessus. Et d'ailleurs, c'est même pas se sentir responsable, c'est que je suis responsable de ça. Comme si j'avais aidé à propager et à valider ce cycle de puanteur à l'époque. J'ai à l'époque contribué à la popularité de cette vidéo. Et je trouve ça très triste de me rendre compte que j'ai dû attendre mes 26 ans pour me rendre compte que c'est un immense problème et m'en excuser. J'aurais pu pas mal me cacher derrière le fait que j'avais 16 ans à l'époque, mais en fait c'est tellement complexe. Internet offre une telle liberté qu'on en arrive à un stade où un ado sur Internet peut potentiellement influer très fort sur l'opinion publique. Un ado sur Internet peut détruire des carrières, peut devenir une star du jour au lendemain, peut devenir un sponsor, une effigie, etc. Donc d'une certaine manière, il faut créer cette responsabilité très vite. Et moi à l'époque, en 2015, je n'avais pas encore conscience de ça. Et je pense que personne ne l'avait. Et c'est pour ça que ce sujet est aussi dur à traiter et à conceptualiser. Quelque chose de très triste dans ce cas très spécifique, c'est que j'aurais pu parler du fait que cette fanfiction, c'est de l'humour d'un autre temps. Sauf que, et c'est là le problème, c'est que c'est pas vraiment le cas. La culture du viol, c'est un gros sujet sérieux. Et si on en parle encore aujourd'hui, c'est très probablement aussi parce que c'est encore une source d'humour comme une autre pour beaucoup de personnes. Si un mème comme ça sortait, évidemment que ce serait décrié très vite et que ça finirait par se tasser. Et là on a parlé du triste, mais là on va parler de ce qui est énervant, c'est que en 2015, cette vidéo,
elle était virale. Et j'ai vraiment pas l'impression que c'était de manière négative, quoi. Vraiment, c'était réutilisé partout, en tant que mème. Et ça, je trouve ça fou, pour le coup. J'irai pas jusqu'à dire qu'Internet est devenu plus sain aujourd'hui, loin de là, mais force est de constater que beaucoup plus de gens ouvrent leur gueule sur ce genre de sujet sensible, et au final, ça, c'est une bonne chose. C'est sans doute le chapitre de cette vidéo qui a été le plus long, mais c'est également celui que je trouve le plus important. On va du coup pouvoir doucement enchaîner, parce qu'il nous reste encore des vidéos à traiter. Et d'ailleurs, en parlant de puanteur, vous vous souvenez de Mémémé ou pas ? Mémémé, si vous vous rappelez pas, c'était le clip en animation où il y a un gars qui est habillé et il y a des filles qui sont nues. Bon voilà, je peux pas faire plus résumé. Aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai revue. Et même si j'adore la musique qui passe par-dessus, une superbe musique de Teddy Lloyd avec en featuring Daoko, je dois admettre que je ne sais pas si j'aime toujours cette vidéo. En 2025, je vois un peu mieux ses qualités, mais aussi un peu mieux ses défauts. Et on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Déjà, un truc que vous avez sans doute déjà tous remarqué à l'époque, sauf moi, c'est que c'est super bien animé, quoi. Je veux dire, c'est rare d'avoir un clip pour une musique qui, je rappelle, dure presque 8 minutes en full animation dynamique traditionnelle. Qui a réalisé ce clip en fait? Qui est derrière tout ça? Et là bon voilà. Bon, ça va peut-être être l'heure de vous apprendre quelque chose, mais Mémémé a été réalisé par un studio qui s'appelle Studio Khara. Et au-delà de ça, Studio Khara est un studio qui a été fondé par un certain Hideaki Anno. Et Hideaki Anno, bah c'est juste le créateur d'Evangelion en fait. Alors, Mémémé n'a pas été réalisé par cette personne, soit, mais par quelqu'un du nom de Yoshizaki Hibiki, qui, en fait, est le réalisateur des 2 derniers films Evangelion, donc ouais, non. Ouais. On peut dire que ce clip a été réalisé par des gens compétents. Pour le moins, voilà. Et si on observe bien la vidéo, on peut se rendre compte que c'était un peu sous notre nez depuis le début, hein, voilà, c'est juste ici. Mais bon, voilà, bien évidemment, à l'époque, je ne savais pas qui était Shinji, donc j'ai malheureusement loupé cette information. Mais voilà, quand bien même ça a été réalisé par des cracks de l'anime, visiblement, moi, mon avis sur ce clip animé, il est toujours un peu le cul entre deux chaises. Le sujet traité est important, mais mon avis, c'est que je sais pas si ça a été traité de la meilleure des manières. Il y a des moments où je trouve que c'est juste vraiment bizarre pour être bizarre. Je trouve ça pas très fin à certains moments. Mais en même temps, si ça avait été plus fin, est-ce qu'on en parlerait aujourd'hui ? Pas sûr. Et on en pense ce qu'on veut de ce clip, mais une chose que j'ai découvert, et ça prouve encore une fois que c'est bien de faire des recherches avant de parler, des fois ça permet de mettre en avant la pertinence de quelque chose, c'est que ce clip parle apparemment d'un syndrome très spécifique qui s'appelle le hikikomori. Le hikikomori, c'est un mot japonais qui désigne un état psychosocial et familial, concernant en majorité des hommes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels. C'est un syndrome lié à la pression sociale, un sentiment d'accablement profond et un ressenti de ne pas pouvoir atteindre les objectifs de sa vie. C'est donc un clip qui, avant toute chose, parle de renfermement, un sujet très important et très intéressant, d'autant plus au Japon. Donc au final, j'ai pas vraiment le recul nécessaire pour dire si ça a été présenté de la meilleure des manières, mais force est de constater que ce court-métrage, au-delà de parler des étapes du deuil et de la rupture, ça parle de quelque chose de très ancré dans la culture de son pays d'origine, et ça, artistiquement, je trouve que c'est toujours quelque chose de très intéressant, et donc cool. Mais voilà, est-ce que c'est judicieux de parler de quelque chose d'aussi sérieux, de dépendance affective, d'isolation sociale, de l'obsession, du fantasme, et de la consommation de l'imagerie érotique et pornographique, et le tout en montrant des gros nibards pendant 8 minutes. Parce que du coup, le message final, par beaucoup, il va être effacé ou retourné, voire même les deux, ce qui amène à des super commentaires de ce genre. La conclusion populaire est que la vidéo parlait uniquement de dépendance au porno, ou était-ce de la sursexualisation des femmes dans les médias, ou s'agissait-il de donner aux femmes des attentes irréalistes quant à ce que leur partenaire attend d'elles, et, par conséquent, d'augmenter la distance entre elles. Ou... Au final, rien de tout cela n'avait d'importance, car pour la plupart, ce qu'il fallait retenir, c'est que les filles animées du clip étaient sexy. Voilà, là on parle d'un cas de figure, d'une morale qui a été mal comprise. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui est également arrivé avec la franchise Evangelion à l'époque. Mais bon, tout ça, c'est une histoire qui est bien trop longue. Ce qui est intéressant également, c'est que ce clip a eu droit à apparemment une suite en
2017. Mais pour être honnête, je suis pas trop sûr de l'année, tout ça c'est un peu flou. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une malédiction avec cet artiste, hein. Toutes ses créations ont l'air d'être supprimées dans tous les sens et de vivre grâce à des réuploads, ce qui est assez étrange. Donc voilà, si ça vous intéresse, le clip s'appelle Girl. C'est toujours une musique de Daoko, c'est toujours très bien animé, la musique est cool, c'est un peu moins bizarre que Mémémé, et la raison pour laquelle les gens appellent ça une suite, c'est tout simplement parce qu'à la fin de la vidéo, on voit les deux protagonistes principaux du clip d'avant. Donc est-ce qu'il y a un véritable lien, ou est-ce que c'est juste un clin d'œil? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'énergie de dig plus que ça, j'avoue. Mémémé reste une vidéo assez iconique d'internet. Comme j'ai dit, pendant très longtemps, elle a existé au travers de reposts sur tout un tas de sites différents, ce qui est dans le fond un peu dommage pour un clip qui a demandé autant d'investissement. Aujourd'hui, vous pouvez la retrouver sur Facebook ou Dailymotion apparemment, ou en version lyrique sur YouTube, même si de nos jours j'ai l'impression qu'elle se fait un peu éclipser par Mémémé, une musique de 100 Gex du même nom, et la musique est très bien, donc est-ce vraiment un mal? Ce n'est pas à moi de le dire. On vient de parler d'un clip. Un clip qui a marqué beaucoup de gens et qui a marqué Internet de manière générale. Mais il est temps de parler du clip qui, moi, m'a marqué. Et ce clip, c'est Fantasy. Je pense que, pour introduire tout ça, il est important de préciser que sur toutes les vidéos de YouTube malsain, cette vidéo était la seule à m'avoir impacté très fortement à l'époque. Lee Hardcastle, par exemple, avait fait des vidéos qui m'avaient terrorisé pendant des nuits, mais là on parle de semaines. C'est peut-être la seule vidéo où, oui effectivement, j'étais peut-être un peu trop jeune pour voir ça. Fantasy de Die, c'est le nom d'une musique qui est sortie le 10 janvier 2011 et qui s'est vu accompagné d'un clip réalisé par Jérémy Perrin, sorti le 16 octobre 2011. Et ici, c'est surtout le clip qui nous intéresse. Et c'est un clip qui, pour le moins qu'on puisse dire, a fait sensation. Le clip a fait aux alentours de 66 millions de vues à l'époque, avant d'être supprimé en 2023 avec les changements de la politique sur la nudité ou le contenu sexuel de YouTube. Et surtout, c'est un clip violent. Si ce clip a énormément fait parler de lui à l'époque, c'est parce que l'imagerie est vénère. Genre c'est cru, c'est gore, et surtout, c'est gratuit. Genre vraiment, ça débarque, ça ne dit pas bonjour. À aucun moment, tu ne peux prévoir que le clip va partir dans cette direction, et surtout pas quand tu as 16 ans. Et oui, j'ai bien dit Fantasy de Die, parce que moi à l'époque, j'étais con, et je pensais que la musique s'appelait Die Fantasy, alors que Die, c'est juste le nom de l'artiste en fait. Le musicien en lui-même, Die, qui en réalité s'appelle Juan de Guillebon, et qui est français, et j'ai pas grand chose à dire sur lui, outre le fait qu'il continue de faire de la musique. Que son dernier album date de 2024, et que Fantasy reste à ce jour son morceau le plus écouté et de loin. Et du coup, j'ai cité Jérémy Perrin, qui est le réalisateur de ce clip. Mais du coup, c'est qui ce Jérém? Alors, Jérémy Perrin, c'est un animateur / réalisateur qui a travaillé sur un paquet de trucs, et notamment sur une série du nom de Last Man. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette série, avant d'en être une, c'était un livre, écrit à moitié par Bastien Vives. Voilà, Bastien Vives, qui, à l'heure où je vous dis ça, retourne en procès. voilà, pour diffusion d'images pornographiques de mineurs, voilà, dans ses bandes dessinées. Je pense que c'est toujours important, quand on en a l'occasion, de chier sur la gueule de Vives. Pour moi, c'est presque un devoir citoyen. Et puis bon, voilà, si l'histoire vous intéresse, sachez que les autres auteurs sur Last Man ne sont pas des personnes très propres non plus. Après bon voilà, Jérémy Perrin, il était dans la même classe que Riyad Satouf, et son premier taf c'était de bosser sur un biopic de Gainsbourg. Donc on peut dire que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Pour recentrer un peu, dans le React du YouTube malsain, j'avais présenté le fait qu'il avait créé et travaillé sur une série appelée Crisis Young. À l'époque, j'avais dit que la série, elle était comme ça. Les gens qui ont réalisé ce clip, ils ont sorti une série sur Netflix qui s'appelle Crisis Young, et elle est comme ça. Et en vrai, aujourd'hui, la série, j'ai un nouveau regard dessus. Au final, à l'époque, je me rends compte que j'aimais la série juste parce que c'était hardcore, et le sang, et le sexe, et tout ça. Mais en fait, Bobby Pills, qui est le studio derrière Crisis Young, toutes leurs séries, c'est ça, en fait. Donc, on peut dire que je me suis lassé rapidement. Et au-delà de tout ça, je pense que c'est important de dire que Jérémy Perrin a sorti son premier long métrage il y a pas si longtemps. Un long métrage sorti en 2023 et qui s'appelle Mars Express. Et qui est visuellement très beau.
Putain, mais on va vraiment penser que je suis un hater de fou. Et oui, voilà, le film est joli, il ne m'a pas trop transporté. Mais après, ça ne reste que mon avis, of course. Reste que, Fantasy de Die, je sais pas trop où me placer. Et en grosse partie, parce que aujourd'hui, j'estime que j'ai vu ce clip trop tôt. Donc oui, c'est un monument, mais je le tiens pas trop dans mon cœur, hein. C'est un clip très bien animé. Bon, le propos, on sait toujours pas ce qui se passe dedans. On sait toujours pas trop de quoi parle le clip, hein. Je capte pas trop c'est quoi ce grand monstre Lovecraftien à la fin. Qu'est-ce que le réal a voulu dire, et en vrai, ça ne m'intéresse pas trop de savoir. Peut-être que si je l'avais vu bien plus tard, j'aurais pu voir l'intérêt. Ma curiosité aurait pu être piquée, mais les faits sont que aujourd'hui, je ne vais pas revoir ce clip. Je ne veux pas relancer cette vidéo, ce n'est pas ma tasse de thé. En revanche, un artiste que j'ai découvert à l'époque et que je porte encore en mon cœur aujourd'hui, il y en a bien un. Avant de lentement partir sur une espèce de conclusion, j'aimerais parler d'un dernier artiste. Si vous avez vu le react du YouTube Malsain, vous savez normalement que j'ai dit qu'à la base, j'étais censé parler d'un artiste qui malheureusement a été coupé au montage. À la base, dans le script du YouTube Malsain, j'avais un segment où je parlais de Félix Colgrave, mais je l'ai enlevé au final parce que j'estime que c'était pas assez dans le thème malsain. Parlons de Félix Colgrave, je vous en supplie. Le travail de Félix Colgrave, c'est mon énorme coup de cœur de 2019. Je connaissais déjà son taf avant 2015, et depuis il est devenu un monstre de l'anime. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais découvert Félix Colgrave en 2014, je dirais, avec ses vidéos Man Spaghetti et surtout son clip réalisé pour Fever the Ghost, pour leur musique appelée Source, qui pour le coup était un petit peu dérangeant, gentil. Mais aujourd'hui, Félix Colgrave, c'est ça. Vraiment, le boug ne lésine pas. Je veux dire, rien que ça tape des grands courts-métrages ultra complets de parfois plus de 9 minutes, c'est un taf colossal et une vision artistique, absolument captivante. Je trouve que la direction artistique de cette personne est sans doute une qui me parle le plus de nos jours, et c'est aussi pour cette raison que je tenais autant à en parler. D'autant plus que sur sa chaîne, il y a tous ses courts-métrages de dispo, en plus de plusieurs vidéos un peu expérimentales comme des petites vidéos en anime tradi, ou alors cette animation qui est une boucle de 30 secondes qui dure en tout 1 heure. Et en plus de ça, il a eu la chance de réaliser quelques clips très chouettes pour d'autres personnes, donc c'est un bonheur de voir où il en est actuellement. J'ai même eu l'énorme chance de pouvoir voir 2 de ses films, à savoir Double King et Throat Notes, sur grand écran durant le festival de cinéma d'animation d'Annecy à l'époque. Et je vous jure que ça a été un bonheur visuel et auditif à vivre. Comme j'ai dit, aujourd'hui encore, il reste une énorme inspiration à mes yeux. Et même si je suis passé un peu rapidement sur son travail, je ne peux que vous inviter à aller voir. Honnêtement, je vais galérer à faire honneur à son taf avec juste des mots, donc oui, juste aller voir, quoi. Je suis au moins content d'avoir pu parler de tout ça. Encore aujourd'hui, je sais toujours pas pourquoi au final j'avais décidé de pas parler de ce mec. En vrai, c'est un mystère. Je pense que moi, ma théorie, c'est que je voulais vraiment que la vidéo elle sorte rapidement. Donc oui, j'avais juste la flemme d'écrire un autre paragraphe. Mais au final, je mens un peu. Parce que Félix Colgrave, c'était pas le seul sujet dont j'étais censé parler à l'époque. C'est une transition que je suis en train de faire. Maintenant qu'on a parlé tout ce dont j'avais parlé dans le YouTube Malsain, parlons un petit peu de ce qui était censé sortir après le YouTube Malsain, à savoir le YouTube Abyssal, qui était censé à la base être la partie 2. Cette vidéo n'a jamais vu le jour pour beaucoup de raisons. Les 2 principales étant la flemme et l'anxiété. Et c'est un peu relou parce que, de souvenir, en 2016, j'avais pas mal teasé à ma communauté, composée de quelques dizaines de personnes au bas mot, ces prochaines pépites d'internet que j'avais trouvées à l'époque, qui apparemment étaient vraiment enfouies, des vidéos avec quelques centaines de vues seulement. Bref, si ça vous intéresse de connaître les vidéos qui étaient censées apparaître dans le YouTube Abyssal il y a 10 ans, les voici. Voilà. Voilà, elles sont là. Tenez ces cadeaux, voilà, c'est gratuit, je vous le donne. Ce n'est pas vraiment intéressant d'aller voir ça. Gardez juste à l'esprit que ce sont des vidéos qui sont juste bizarres, qui créent un peu la terreur, mais vraiment sur le fond, c'est pas très intéressant, quoi. Et surtout, ce sont des vidéos qui n'ont vraiment rien à voir entre elles. Genre, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de lien, pas de thème. À ce stade, c'est presque juste une playlist de vidéos shitpost. Rien que les vidéos que j'avais teasées à l'époque pour le YouTube Abyssal, dans le fond,
elles sont pas très intéressantes. Fantastic, hey hey hey, c'est acté que c'était juste un boug qui aimait faire de la musique et en parallèle fabriquer des androïdes pour le fun. Ce n'est pas bizarre d'avoir des délires, hein. Stingray Transmission, un ARG malheureusement abandonné dans un contexte trop spécifique. Candlecove, une simple creepypasta. Alors après, entre-temps, c'est devenu un épisode de la série Channel Zero qui apparemment est vraiment pas mal, mais ça reste à l'origine une creepypasta. Et WebDriver Torso, c'est juste Google qui fait des tests d'encodage. Mais tout ça, si vraiment j'avais fait le YouTube abyssal à l'époque, c'est dingue à quel point j'aurais encore eu plus rien à dire sur le sujet, quoi. Mais ça, vous le savez peut-être déjà. Et là, on va se diriger tout doucement vers la conclusion de cette vidéo. Parce qu'en fait, toutes ces vidéos, tous ces projets, tous ces ARG, toutes ces légendes et histoires d'internet que j'ai citées, entre-temps, ils ont déjà été traités par tellement de gens sur YouTube. Et surtout, beaucoup mieux traités que j'aurais jamais pu le faire. La scène horreur de YouTube, en l'espace de 10 ans, elle a eu le temps de bien évoluer. Et en vrai, si à l'époque on était déjà bien nourri en termes de contenu horrifique, en juste quelques années, ça s'est décuplé de manière exponentielle. Il y a eu par exemple tout le lore autour des backrooms, une quantité hallucinante d'histoires sur des lost media, beaucoup de productions d'Adult Swim comme par exemple le célèbre This House Has People in It, The Oldest View, Alan Tutorial, un tas de jeux vidéo flippants, l'apparition du terme liminal, et de toutes ces esthétiques qui ont découlé, et un tas d'autres trucs. Si le YouTube malsain était sorti en 2025, j'aurais sans doute parlé de Digital Circus, Mid Canyon, Trevor Anderson, Jack Stauber, d'énormément de courts-métrages que j'ai vus dans mon enfance et que j'ai redécouvert par la suite, et peut-être même du Eric André Show, parce que dans le fond, pourquoi pas. Alors, je vous ai partagé pas mal d'extraits de ce qui se fait de nos jours. Ça ne veut pas dire que je suis fan de absolument tout ce que j'ai montré. C'était avant tout pour projeter le fait que, aujourd'hui, sur YouTube, ça fourmille de créativité, et vraiment il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. C'est très intéressant de voir tout cet élan de créativité évoluer au fil des années, genre vraiment. Certes, c'est très cool à voir, mais il y a un point qui est important à relever, c'est que j'ai jamais vraiment été dans la commu horreur de YouTube, quoi. Dans ma jeunesse, j'étais très très loin d'être intéressé par cette esthétique, par ces histoires. À 16 ans, j'étais dans le neutral angoissé, on va dire. Donc non, très clairement, j'avais pas les armes pour m'intéresser en profondeur aux ambiances morbides et terrorisantes, quoi. Genre, je pense que ça m'aurait détruit un peu. En réalité, c'est plus vers l'âge de mes 23 ans que j'ai commencé à être intrigué par ça et que j'ai commencé à l'incorporer un peu à ma manière dans certains de mes travaux artistiques. Et ça, en vrai, c'est encore autre chose. Et en vrai, bah, c'est aussi pour cette raison qu'à l'époque, j'ai pas trop voulu trop m'investir là-dedans, quoi. C'est vraiment très très loin d'être une passion que j'ai. Le YouTube malsain, il a été réalisé parce que, il y a 10 ans, je me suis dit, les vidéos bizarres d'internet, c'est un sujet comme un autre. Comme quand j'ai fait une vidéo où je traitais des artistes que j'aimais à l'époque, attention, je pense que c'est important de préciser ça aussi, ou alors ma vidéo sur les challenges YouTube, etc., etc. C'est un domaine que, en surface, je trouve très intriguant, mais dans lequel, à l'époque, j'avais vraiment pas envie de me plonger, et encore moins aujourd'hui. Ce n'est pas mon sujet de prédilection. Et en vrai, une question que je me pose assez fréquemment, c'est si des gens de la communauté horreur de YouTube avaient vu ma vidéo et surtout qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. Parce que la commu horreur, elle existe depuis longtemps, genre presque aussi longtemps qu'Internet existe, et je ne sous-estime pas mon travail, surtout qu'on rappelle que je n'avais que 16 ans à l'époque, mais vraiment je pense que s'ils l'ont vu, ils ont dû la détester, quoi. Parce que vraiment, on sent que bah, j'y connais rien, quoi. Je ne cite pas mes sources, j'investigue à peine, juste je donne une opinion plate, qui parfois n'est même pas la mienne, et je fais des blagues sur des créations d'internet sans aller en profondeur. Et en vrai, c'est dommage, parce que certaines œuvres que j'avais présentées auraient mérité qu'on en parle mieux, surtout en 2015. D'autres auraient mérité que je n'en parle pas du tout par contre. Et voilà, je le redis, j'avais 16 ans, dans aucun monde je pouvais prévoir que la vidéo allait dépasser les 300 000 vues. Donc au final, si ça vous intéresse les contenus un peu sombres, souvent liés à internet et à l'horreur, eh ben je vous invite tout simplement à aller suivre ces gens que vous suivez peut-être même déjà d'ailleurs. Alors évidemment, il y a Feldup, qui est mon petit frère d'ailleurs. Du coup en vrai n'hésitez pas à aller le suivre parce qu'il va bientôt passer ses 10 000 abonnés. Voilà, donc évidemment n'hésitez pas à aller donner de la sephore. Non, plus sérieusement, j'aurais adoré citer plein d'autres personnes du domaine, plein de gens qui produisent ce genre de contenu sur YouTube, mais en réalité comme j'ai dit, bah je regarde pas énormément ça, quoi. Et alors c'est un tout autre sujet, mais aussi je regarde beaucoup moins YouTube qu'il y a 10 ans, quoi. Donc si ça vous intéresse,
vous finirez par trouver. YouTube est vaste et je pense que ça doit pas être trop difficile de trouver des gens passionnés qui adorent parler d'horreur, sur YouTube et d'autres réseaux d'ailleurs. Néanmoins, un médium dont je me suis beaucoup intéressé ces dernières années, c'est le domaine des clips musicaux. Et en vrai, je peux vous montrer quelques extraits de clips que j'aime bien et qui gravitent plus ou moins autour du domaine de l'horreur. Alors, je vous mets des extraits de 2 secondes, hein, parce que c'est DMCA, mais en vrai, aussi, allez écouter parce que c'est aussi des bonnes musiques. Donc, bah voilà, finalement, si vous avez cliqué cette vidéo pour voir plus de contenu malsain, et bah vous avez la raison de pourquoi je ne désire pas mettre plus d'énergie là-dedans. Cette vidéo, elle n'est donc pas spécialement là pour vous faire découvrir plus de contenu comme vous auriez peut-être aimé. Elle est là avant tout pour conclure quelque chose. Parce que voilà, le YouTube malsain, il est sorti le 27 février 2015. Aujourd'hui, à l'heure où cette vidéo sort, nous sommes le 27 février 2025. À l'époque, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Comme j'ai pu dire, on peut penser que je force avec tout ça. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai encore des gens qui commentent sous cette vidéo. Des gens qui s'impatientent, des gens qui en demandent plus, sans réellement prendre le temps de regarder la date de publication de celle-ci. Et en vrai, c'est normal. Même moi, genre, c'est tellement rare que je regarde vraiment la bio ou la description d'une vidéo YouTube. Et alors, en aucun cas, je n'oserais me comparer à lui, qu'on soit bien clair, et surtout pas dans son parcours, mais en ces temps-là, le fameux « ça sort quand le YouTube Malsain 2 », ça a été un peu mon « c'est quand le What the Code 38 ». Alors, of course, ça a été sans doute 1% de la comparaison par rapport à ce qu'il a vécu, mais pour ma part, pendant longtemps, ça a été un peu le running gag qui finit par te gratter un peu, et qui te crée des schémas de pensée qui finissent un peu par te bouffer la vie. On va dire que je me suis reconnu un peu là-dedans. Et en vrai, on pourrait se dire, mais attends, mais en vrai, c'est des gens que tu connais pas qui commentent ça, donc pourquoi tu te mets une quelconque forme de pression? Pourquoi les avis des inconnus t'impactaient autant à l'époque? Et j'ai une réponse à ça. Mais j'en parlerai après. Je ne vais pas beaucoup revenir sur comment j'ai vécu à l'époque la création de cette vidéo, parce qu'il existe une vidéo spécialement conçue pour ça, qui est le react que j'avais fait à l'époque. J'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. C'était il y a 4 ans, donc oui, ça date un petit peu également. C'était pendant le Covid, on sent que j'étais toujours pas très à l'aise devant une caméra, mais je trouve que mon propos est toujours pertinent, surtout la conclusion, qui pour le coup est écrite. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. Le react d'il y a 5 ans, il avait pour but de réagir à chaud à tout ça. Dans celle-ci, je me suis surtout attardé sur mon écriture désastreuse, et pas trop sur les vidéos en elles-mêmes à l'époque. Et c'est donc ce que je fais, et ce que je voulais faire maintenant avec cette deuxième partie, la vidéo que vous regardez maintenant. Toute l'histoire autour du YouTube malsain, c'est une histoire assez mouvementée, un peu parsemée de surprises, de beaucoup de fierté, mais également beaucoup de remises en question et de doutes et de mauvais choix de réflexion à l'époque. Et aujourd'hui, pour les 10 ans, c'est un hommage à ça, à cette simple vidéo, à ce moi de 16 ans, qui, sans s'en rendre compte, à l'époque, a publié sur YouTube quelque chose qui allait grandement influer sur la trajectoire de sa vie. À ce moi de 16 ans, qui, à l'époque, a voulu tuer l'ennui en partageant sa passion pour l'art et la narration. Passion qu'il continue de partager 10 ans après. Et pour fêter ça, j'ai décidé de supprimer le YouTube malsain d'Internet. Voilà. Et c'est pas une blague. Alors, en vrai de vrai, elle n'est pas vraiment supprimée. Elle est juste à compter de ce jour en privé sur ma chaîne. Et oui, c'est malheureusement une réalité. La raison à cela, c'est que pendant très longtemps, cette vidéo a été sur ma chaîne. Et disons que je pense qu'elle a fait son temps. Il y a encore quelques années, je trouvais ça encore drôle de voir des gens qui tombaient dessus sans forcément se rendre compte qu'elle datait de 2015. Aujourd'hui, voilà, disons que ça commence un petit peu à me tendre. Et puis aussi... Et bah je suis cringe par cette vidéo. Voilà, je suis cringe par le YouTube malsain. Ça vous va? Ça vous va ou pas? Ça vous choque? C'est ce que vous vouliez entendre? Et bah voilà, 10 ans après, voilà, c'est bon. Je suis cringe par le YouTube malsain. Merde! Il aura fallu 10 ans, bordel! Non mais sans rire. Alors, au-delà de ça, dans la vidéo, je dis des trucs pas très intéressants. Je dis plein de trucs qui sont plus dans mes valeurs, on va dire. Des trucs dégueulasses, des trucs déplacés. Je montre des gens qui se vomissent dessus. Bref, est-ce que des gens ont encore besoin de voir ça en 2025? Donc là, tous les gens qui regardent et qui n'ont pas vu le YouTube malsain,
malsain vont sans doute être dégoûtés de pas pouvoir la voir, mais je vous assure que vraiment, ce n'est pas une grosse perte. Je pense que une des seules bonnes choses qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est ça. C'est cette image. Voilà, vous avez vu ça, vous n'avez pas besoin d'aller voir le reste. La meilleure vanne est juste là. Et puis bon, je vais peut-être, encore une fois, changer un petit peu radicalement de ton par rapport au reste de cette vidéo, mais une des raisons principales pour laquelle le YouTube malsain n'a pas été mis en répertorié plus tôt ces 10 dernières années, c'est que, pendant très longtemps, je ne savais pas trop où est-ce que j'allais dans ma vie personnelle. Et je vous assure qu'il y a un lien. J'avais du mal à avoir des projets. J'avais du mal à être satisfait et à trouver un quelconque intérêt dans ce que je produisais. Et en fait, le YouTube malsain, quand bien même c'est une vidéo que je trouve dépassée depuis bien longtemps, une vidéo totalement dénuée d'intérêt, ça a été pendant très longtemps une des seules très fortes et très frontales validations sur quelque chose que j'avais produit. Quand t'es un peu en manque de repères et que tu grandis un petit peu dans la solitude, recevoir autant d'attention d'un coup, ça peut être à la fois un boost de motivation très intense et une petite spirale toxique. Et en fait, j'ai vécu les deux. C'est une des raisons pour laquelle je forçais énormément avec ça à l'époque, et également pourquoi je continue de forcer avec ça aujourd'hui. C'est con, hein, vraiment l'influence que peuvent avoir les chiffres sur la motivation, mais ouais, d'une certaine manière, on peut dire que à l'époque, et pendant de très nombreuses années après, je m'accrochais à ça, quoi. Pendant une assez longue partie de ma vie, c'était la preuve concrète que j'étais capable de produire quelque chose qui intéresse des gens. Et donc, c'est devenu une source de motivation un petit peu empoisonnée. Vous connaissez l'histoire. Mais voilà, aujourd'hui, je suis bien entouré, je sais enfin où je vais, je sais dans quel domaine je veux mettre mon énergie, et ce domaine, c'est la crypto-monnaie. Donc voilà, en fait, au final, on pouvait pas finir sur une petite blague, je vous l'offre en fait. Je suis grand seigneur. Vraiment, navré à toutes les personnes à qui pendant 10 ans, j'ai cassé les couilles avec cette vidéo. Navré à mes proches, navré la commu. Aujourd'hui, je passe à autre chose. Il n'y aura pas une vidéo des 20 ans ou des 30 ans. Et si vous trouvez actuellement que je force avec l'aspect dramatique, c'est que vous avez rien compris, putain. En 10 ans, j'ai eu le temps de bien changer et de bien grandir. Et je pense que c'est aussi le cas pour vous. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est en petite partie aussi grâce à cette vidéo. Et donc d'une certaine manière, un peu grâce à vous. À vous de l'époque qui avez regardé cette vidéo. J'aurais pu finir tout ça en parlant de ce que je fais en ce moment, de tous les projets sur lesquels je travaille et de comment ma vie a évolué en 10 ans. Mais je vais pas faire ça parce que ça va être long et c'est pas le sujet tout bonnement. Et si des gens s'intéressent, vous me trouverez facilement. Même si je ne suis plus trop sur YouTube, je suis toujours sur internet depuis 10 ans. Donc je pense que c'est officiellement la fin. L'arc des 10 ans du YouTube malsain s'achève. Je vais vous laisser ici. Vaquer à vos occupations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, qui est personnellement bien plus qu'une vidéo à mes yeux. C'est aussi une toute petite partie de moi, donc je vous souhaite une très bonne continuation, et on se retrouve très vite, pour les gens qui veulent me voir. Et quant à moi, je vais continuer à faire ce que je dois faire. Bisous.